Alors merci à tous et à toutes d'être présents pour cette conférence qui va traiter d'un sujet qui a été au cœur des préoccupations économiques des Français ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc l'inflation qui a fait son grand retour en 2021 à la suite de la pandémie de Covid et qui a connu un regain d'intensité avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors le mois dernier, l'inflation était à 1,2%, donc bien loin des 4% qu'elle atteignait il y a un an, donc elle paraît être derrière nous. Mais elle a laissé tout de même quelques traces dont nous allons parler aujourd'hui avec trois intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout à ma droite, Dorian Roucher, qui est chef de département de la conjoncture de l'INSEE. Ensuite, nous avons Olivier Garnier, qui se trouve au centre, qui est directeur général de la Banque de France en charge des statistiques, des études et de l'international. Et enfin, Xavier Rago, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques et directeur de recherche au CNRS. Alors avant de les laisser nous expliquer un petit peu quelles sont pour eux les principales cicatrices laissées par l'inflation, je voulais juste vous dire qu'il vous est possible de poser des questions par SMS et que donc la seconde partie de la conférence sera consacrée aux réponses à vos questions, alors n'hésitez pas. Donc voilà, on va commencer par Dorian Roucher, si vous le voulez bien. Donc je vous laisse nous expliquer un petit peu quelles sont pour vous les cicatrices qui ont été laissées par cet épisode inflationniste. Bien, bonjour à tous. Alors je vais juste faire un petit, je ne sais pas si j'arrive à passer quelques slides ou pas. Oui, super. Juste faire un petit retour en arrière pour expliquer de quoi on parle et quel a été ce phénomène. Comme l'a dit Philippine, on a eu une poussée inflationniste qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas connue en France depuis le début des années 80. Sur ce graphique, j'ai représenté la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation. C'est avec ça que l'INSEE mesure l'évolution des prix chaque mois. Bien depuis l'après-guerre, et vous voyez qu'en 2022, en 2023, on a connu des taux d'inflation supérieurs à 5%, on est même allé jusqu'à 6,5% en variation sur un an des prix. Et c'était des rythmes d'évolution des prix qu'on n'avait plus connus depuis les chocs pétroliers. Vous voyez les deux chocs, 73 et 79, qui alors avaient donné quand même des inflations à l'époque beaucoup plus fortes, plutôt de l'ordre de 10 à 15. Mais depuis cette époque-là, on n'avait jamais passé la barre des 5%. Et donc, on a eu ce regain de ce phénomène inflationniste qu'on croyait complètement derrière nous. Alors tout juste, avant d'arriver aux cicatrices, c'est de comprendre d'où est-ce qu'il est venu, ce choc inflationniste. C'est une conséquence en fait de la crise sanitaire. À la fin de la crise sanitaire, la demande est repartie très fort, beaucoup plus fort que ce qu'anticipait tout le monde. Et donc les appareils productifs n'étaient pas prêts, les producteurs de matières premières n'étaient pas prêts, et donc les prix de l'ensemble des matières premières se sont mis à fortement augmenter. C'est ce qu'on montre sur ce graphique, que ce soit le gaz, le pétrole ou les prix des matières premières industrielles, le nickel, le fer, etc. Et puis s'est ajouté un deuxième phénomène, début 2022, spécifiquement européen, la guerre, le retour de la guerre sur le continent européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et le choix qu'ont fait les Européens de se priver du gaz russe, qui était un gaz bon marché qu'on avait autour de nous, à proximité. Et donc ce choix, il a fait que les prix du gaz se sont mis à augmenter très fortement, puisqu'il a fallu très rapidement trouver d'autres substituts, et ils restent toujours beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient en 2019, et ils resteront plus élevés, parce qu'avoir du gaz liquéfié qui vient du Qatar coûte plus cher que se procurer du gaz en Russie qui sort du sous-sol et arrive par gazoduc. Et donc ce choc, plus fort en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, il a été très vite répercuté au prix, parce que comme je l'ai dit, les entreprises n'étaient pas prêtes à faire face à ce choc de demande. Et par ailleurs, la Chine, elle, est restée beaucoup plus longtemps fermée, ce qui fait que les contraintes d'approvisionnement dans l'économie ont été très fortes à ce moment-là, et que les industriels, du coup, ont pu très vite passer les prix aux consommateurs, puisque il y avait très peu de biens à vendre. Donc, sur les quelques consommateurs qui pouvaient acheter, on a pu très vite passer les hausses des prix des matières premières sur les prix vendus aux consommateurs. C'est pour ça que les transmissions des hausses des prix des matières premières ont été très rapides parce qu'on avait des fortes contraintes d'approvisionnement. En gros, c'était les offreurs qui faisaient le marché, pas les demandeurs, puisque la contrainte était du côté de l'offre.
Donc voilà, et puis réaction, mais ça, réaction à ma gauche, hein, c'est que les banquiers centraux, face à cette inflation, ont fortement remonté leur taux, ce qui du coup laissera une cicatrice, comme je vais essayer de le dire. Alors juste quelques éléments sur maintenant les cicatrices, qu'est-ce que ça laisse, ce choc ? D'abord, un choc auquel on ne pense pas forcément, c'est que l'inflation en France, en bleu, hein, sur ce graphique, elle a été plus faible que dans les autres pays européens, notamment ce que vous voyez en vert, aux États-Unis en noir. Vous voyez que le choc était d'abord aux États-Unis, puis après en Europe. Mais que le choc français a été plus faible en France. Et pourquoi ? Parce que l'État français a fait le choix de protéger beaucoup plus les ménages que les autres pays européens. Et ça a un coût. Alors ça se voit dans les indices de prix de l'énergie, qui ont moins augmenté en France, c'est ce graphique, que dans les autres pays européens. Et ça a un coût pour les finances publiques. Je suis désolé, là, vous ne voyez rien, parce que c'est un tableau. Ça sort du projet de loi de finances, mais en gros, ça a coûté 40 milliards en 2022, puis 30 milliards en 2023. Ça, aujourd'hui, vous l'avez dans la dette, hein, c'est que l'État français, il a protégé les ménages, il s'est endetté pour éviter les hausses de prix, pour contenir les hausses de prix, et ça laisse du coup une première cicatrice. Alors, deuxième cicatrice, c'est évident, mais c'est que les prix, ils ont augmenté, et ils n'ont pas baissé depuis. Hein. La cicatrice, elle est là dans les prix, dans les niveaux des prix que vous voyez, vous, quand vous allez faire vos courses, et aussi dans les niveaux de prix relatifs, c'est-à-dire le prix du produit A par rapport au produit B. Parce que là, ce qui a augmenté beaucoup, c'est les prix de l'alimentaire, en rouge sur le graphique, les prix de l'énergie, en noir sur le graphique, et c'est de nouveau les prix des produits manufacturés, alors qu'ils avaient plutôt tendance à baisser. À l'inverse, les prix de services, eux, ils ont beaucoup moins augmenté, donc les services sont moins chers relativement au prix des autres biens. En particulier, les loyers ont très peu augmenté en France sur la période, entre autres parce que l'État avait mis en place un dispositif de plafonnement des loyers. Et juste un exemple pour vous montrer concrètement qu'à l'INSEE, on ne mesure pas que des choses abstraites. Si on regarde le prix des œufs ou des pâtes dans l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, vous voyez que là, je l'ai représenté depuis 2010, c'était assez stable pendant 15 ans. Donc, quand vous alliez faire vos courses, vous n'avez pas l'impression que ces produits-là augmentaient beaucoup, et c'était normal, ça n'augmentait pas beaucoup. Et vous voyez cette très forte hausse de l'ordre de 20 à 30% en quelques mois. Alors depuis, ça baisse un peu, mais en niveau, ça reste 20 à 30% plus cher qu'il y a 3 ans. Donc deuxième cicatrice. Enfin, je vais rester sur les ménages. Troisième cicatrice, c'est que les ménages, ils ont réagi à cette variation de prix. Ils ont réagi, on va être honnête, on ne s'y attendait pas, la façon dont ils ont réagi et l'ampleur de leur réaction. D'abord, ils ont une perception très accrue de l'inflation. Ça, c'est dans nos enquêtes de conjoncture. On interroge les ménages sur comment vous pensez que les prix ont augmenté. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont tous vu que les prix avaient beaucoup augmenté, c'est qu'ils sont encore toujours très nombreux à nous dire que les prix ont augmenté, alors même que les prix augmentent maintenant plus trop. Donc il y a encore un effet de mémoire de l'inflation. C'est une cicatrice vraiment qui est là, c'est qu'ils ont en mémoire cette très forte hausse des prix. Et ils sont encore très nombreux à dire que les prix ont beaucoup augmenté sur les 12 derniers mois. Et puis ils ont réagi en ajustant leur comportement de consommation avec une baisse inédite depuis que l'INSEE mesure depuis 1945 de la consommation alimentaire. C'est-à-dire que face aux prix et hausses de prix, les ménages ont réduit fortement leur consommation alimentaire en changeant de gamme. C'est-à-dire qu'ils ont descendu en gamme. Les gens qui achetaient des produits premium ont acheté des marques de distributeurs. Les gens qui achetaient des marques de distributeurs sont descendus sur les marques premier prix. Et ça, bien sûr, ça fait baisser ce qu'on appelle la consommation en volume. Et donc, on a cette réaction inédite, qui est que la consommation alimentaire a baissé de 8% en 2 ans, alors qu'elle était assez stable et qu'elle augmentait comme la population. C'était un truc qu'on ne regardait pas beaucoup parce que c'était très plat. Et puis peut-être, dernier point, je suis désolé, je passe vite, c'est ce qui s'est passé sur le pouvoir d'achat, mais je crois que Xavier reviendra dessus. C'est que cette inflation a laissé une cicatrice sur les sources de revenus des ménages. Parce que là, j'ai comparé l'évolution des salaires réels, donc ce que vous pouvez acheter avec votre salaire, après les 2 premiers chocs pétroliers et après ce choc inflationniste-là. Il y a quelque chose de très différent, c'est que les mécanismes d'indexation dans l'économie ont disparu, ou en tout cas n'existent plus qu'au niveau du SMIC. Alors ça fait beaucoup plaisir à ma gauche, évidemment, parce que ça évite les effets d'emballement et des effets de second tour sur l'inflation. Mais par contre, les salariés ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, et ce qu'ils n'avaient pas perdu lors des 2 autres chocs pétroliers. A l'inverse, les revenus du patrimoine ont beaucoup augmenté. Sur ce graphique, j'ai représenté en violet les revenus du patrimoine, qui ont été très dynamiques, parce que comme les taux d'intérêt sont remontés, les gens qui avaient de l'assurance vie, qui avaient des livrets, qui avaient des patrimoines, ont vu leurs revenus beaucoup augmenter. Donc vous avez une déformation du revenu qui est toujours là, qui est une conséquence de cet épisode inflationniste, qui est que les salaires réels ont baissé et que les revenus du patrimoine ont plutôt augmenté. Voilà, bon, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que j'ai 5 minutes, je crois que j'ai dépassé. Merci beaucoup. Olivier, je vous laisse la parole.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais un peu vous expliquer quel a été ou quel n'a pas été le rôle de la politique monétaire dans le recul de l'inflation. Parce que, comme vient de le dire Dorian, vous l'avez vu, donc on a eu une très forte poussée de l'inflation en 2022-2023 qu'on n'avait pas vue depuis les années 70. Alors, cette poussée de l'inflation, comme ça a été dit, elle venait beaucoup des prix importés, des prix de l'énergie, des prix de l'alimentation. Et puis aujourd'hui, on était monté, puisque nous, notre mandat en tant que Banque Centrale Européenne, puisque vous savez que la Banque de France fait partie de l'eurosystème et donc la politique monétaire est menée au sein de l'ensemble de la zone euro. Donc notre mandat, nous, c'est d'assurer une inflation qui, sur le moyen terme, soit autour de 2%. Et quand je dis inflation à 2%, ce n'est pas l'inflation en France, c'est l'inflation dans l'ensemble de la zone euro. Comme Dorian l'a dit, elle a été un peu moins élevée en France que dans la zone euro, mais elles évoluent à peu près de manière parallèle. Ceci dit, en zone euro, on est monté à plus de 10%. Donc vous voyez, 10% par rapport à un objectif de 2%, ça voulait dire qu'on devait agir. Alors là, la question, c'est, il y a pas mal de gens qui disaient, il y a 18 mois, 2 ans, qui disaient, et c'était aussi bien le cas en Europe qu'aux États-Unis, c'est qu'on n'arriverait pas à combattre cette inflation. Ou alors que pour le faire, il faudrait une récession très sévère. Et c'est vrai que tout le monde avait en tête ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu les chocs pétroliers. Alors, dans la salle, je vois que la plupart d'entre vous êtes très jeunes, vous ne vous souvenez pas des années 70, mais dans les années 70, et là, pour vaincre l'inflation, il a fallu, si je prends l'exemple des États-Unis, où là, on avait comme en Europe des taux d'inflation à 2 chiffres, là, la Banque centrale américaine a dû monter les taux même à environ 20%, et au prix d'une récession très sévère. Donc c'est ça, éventuellement, que les gens avaient en tête. Cette fois-ci, qu'est-ce que l'on voit? C'est que finalement, l'inflation au niveau de l'ensemble de la zone euro, là, elle est revenue autour de 2%, et sans qu'il y ait eu de récession. Alors c'est vrai que l'activité a ralenti, mais le taux de chômage est resté à peu près stable, alors que si je reprends à la fin des années 70, ou en reprenant l'exemple des États-Unis, alors que les États-Unis avaient un taux de chômage qui était passé à plus de 10%, et en zone euro encore plus en Europe, pardon, à l'époque il n'y avait pas la zone euro, en Europe encore plus élevé. Là, cette fois-ci, le taux de chômage est resté à peu près stable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique pourquoi, finalement, on a réussi à juguler, en tout cas à ce jour, l'inflation sans qu'il y ait besoin d'une récession pour juguler l'inflation? Alors, là, dans ce débat-là, il y a ceux qui disent, mais finalement, les banques centrales n'y sont pour rien. Vous avez eu de la chance, c'est-à-dire que l'inflation, elle était due à la hausse des prix importés. Maintenant, le prix du pétrole s'est replié, les prix de l'alimentation sur les marchés internationaux se sont repliés, et donc l'inflation s'est repliée tout simplement pour les mêmes raisons qu'elle avait augmenté. Ceci dit, ça oublie le fait que dans le mécanisme de l'inflation, justement, souvent, l'inflation, elle devient auto-entretenue parce que même si c'est seulement les prix importés qui augmentent, après, le chauffeur de taxi, si le prix de son essence augmente, il va répercuter ça dans la course du taxi. Après, si tout le monde fait la même chose, à ce moment-là, il va falloir aussi augmenter les salaires. Et donc, il y a ce qu'on appelle une spirale inflationniste, une spirale prix-salaire qui se met en place. Et donc, quand on a une inflation comme ça qui vient non pas d'un excès de demande, parce que l'inflation classique, c'est de la surchauffe qui vient, il y a trop de demande, et dans ce cas-là, la politique monétaire, c'est assez simple. Dans ce cas-là, vous montez les taux d'intérêt pour casser la demande, et puis une fois que la demande se replie, vous jugulez l'inflation. Dans le cas d'une inflation qui vient plutôt d'un choc, ce qu'on appelle, les économistes appellent un choc d'offre, de l'inflation là, de type sur les prix importés, là c'est un peu plus compliqué. Le rôle de la Banque centrale, qu'est-ce que c'est? Le rôle de la Banque centrale, c'est d'éviter que finalement le choc initial sur les prix de l'énergie et sur, par exemple, les prix de l'alimentation, par contagion, il se répercute sur les autres prix, notamment les prix domestiques, les prix des services, les autres prix, et puis sur les salaires, et que l'inflation devienne auto-entretenue. Et donc, c'est un peu ça, parce qu'on pourrait nous dire, finalement, quand l'inflation vient du prix de l'énergie, ce n'est pas en montant les taux d'intérêt que vous allez faire baisser le prix de l'énergie. Ce n'est pas pour ça que l'Arabie saoudite va produire plus de pétrole si vous montez les taux d'intérêt pour que les prix de l'énergie baissent. Mais nous, notre rôle, c'est d'empêcher cette contagion. Alors, notamment,
Et ça passe pas mal, et c'est là ce sur quoi je voudrais insister, sur la question de la crédibilité et du rôle des anticipations. Vous avez à l'écran, sur la diapositive, à la Banque de France, on mène chaque trimestre, on interroge un gros échantillon d'entreprises sur quelles sont leurs vues sur l'inflation. Donc vous avez une courbe qui est la plus haute, alors j'ai du mal avec les projecteurs à voir les couleurs, mais la plus haute, c'est l'inflation perçue, c'est-à-dire quelle est, à la date où on vous interroge, qu'est-ce que vous pensez être aujourd'hui le niveau de l'inflation. La deuxième courbe, c'est l'inflation dans un an. Et puis la troisième courbe en pointillé, la plus basse, c'est l'inflation à moyen terme, l'inflation à 3-5 ans. Et quand vous regardez cette courbe, il y a plusieurs choses qui frappent. C'est que premièrement, si vous regardez la courbe du bas, les anticipations d'inflation à moyen terme, vous voyez qu'elle a très peu bougé. Elle était à 2% initialement, qui était d'ailleurs, il se trouve être qui est notre objectif d'inflation. Elle est montée à 3%, et puis aujourd'hui, elle est revenue à 2%. Mais oui, elle n'est pas du tout montée avec la courbe, par exemple, des anticipations à un an. Et ça, c'est très différent, justement. Alors à l'époque, à la fin des années 70, on n'avait pas on ne disposait pas de cette enquête, mais quand vous regardez aussi sur les anticipations d'inflation sur les marchés, c'est un peu la même histoire. Là, vous auriez vu que même les anticipations d'inflation à moyen terme, elles seraient parties vers le haut. Et ça, c'est le signe que les banques centrales, aujourd'hui, sont beaucoup plus crédibles, c'est-à-dire que là, il y a un objectif d'inflation qui est clair, qui est 2%, c'est-à-dire que tout le monde, quand les gens fixent leur prix, ils se disent, tiens, mais l'inflation, certes, elle a monté, mais c'est sans doute pas pour toujours. Donc, il y a bien, et c'est ce que l'on voit dans ces anticipations. Deuxième chose que l'on voit, c'est que, vous voyez, la hausse des anticipations d'inflation à moyen terme, qui sont celles qui, pour nous, banquiers centraux, c'est celles qui importent le plus, vous voyez qu'elle s'est arrêtée de monter à l'été 2022. Et l'été 2022, ce n'est pas un hasard, parce que, si vous vous en souvenez, c'est que la Banque centrale européenne a commencé à ce moment-là à remonter ses taux d'intérêt. C'est-à-dire que même si vous avez une bonne crédibilité, si on vous croit quand vous dites que l'inflation reviendra à 2%, il faut quand même que les actes suivent. La crédibilité acquise, ça ne suffit pas. Et là, c'est la même chose aussi. Il y a des études qui montrent la même chose aux États-Unis. C'est au moment où la Fed a remonté ses taux que les anticipations d'inflation, aussi bien les anticipations de marché que les anticipations des ménages ou des entreprises, à moyen terme, ont cessé de monter. Et puis le troisième élément, c'est le retour aujourd'hui, vous voyez, à 2%. Alors qu'est-ce que ça veut dire si je récapitule autour de tout cela? C'est que, et c'est ça la grande différence avec les années 70, c'est que cette crédibilité, cet ancrage des anticipations d'inflation, ça nous a permis d'empêcher une spirale inflationniste en montant les taux beaucoup moins que ce qui aurait été nécessaire si on n'avait pas eu cette crédibilité, s'il n'y avait pas eu l'ancrage des anticipations d'inflation. Il se trouve qu'il y a deux chercheurs de la Banque de France qui ont fait récemment un travail pour regarder ça et qui ont bâti en quelque sorte ce que les économistes appellent un contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu des anticipations d'inflation, si on avait eu des anticipations d'inflation plutôt de type de ce qu'on avait eu, par exemple, à la fin des années 70. Et dans ce cas-là, ce que montre cette étude-là, c'est qu'il aurait fallu monter les taux non pas à 4%, qui a été le pic du taux d'intérêt de la BCE, mais plutôt aux alentours de 8%, et on serait encore aujourd'hui non pas avec un taux d'inflation à 2% en zone euro, mais qui serait encore à 6%. Et vous voyez qu'en plus, si on monte les taux d'intérêt beaucoup plus, ça voudrait dire que là, ça aurait été aussi beaucoup plus coûteux en termes d'activité et d'emploi si on n'avait pas eu cette crédibilité. Donc voilà un peu. Là, bien sûr, il y a des cicatrices de l'inflation, mais notre rôle, et c'est vraiment notre mandat, c'est justement de faire en sorte que l'épisode inflationniste, il ait laissé le moins possible de cicatrices, et en même temps, et ça c'est aussi l'autre élément important, c'est que finalement ce combat contre l'inflation, il s'est fait finalement avec un coût plus limité en termes d'activité et d'emploi que par le passé. Merci beaucoup Olivier. Je vais laisser la parole à Xavier maintenant. Parfait, merci beaucoup. Je suis sur beaucoup de sujets beaucoup moins compétent que mes collègues. Je suis économiste, donc j'ai dû réfléchir au sujet et commencer à un peu général, mais au fait, c'est quoi l'inflation? Et c'est une manière de rentrer dans la question des cicatrices sur le choc énergétique actuel qui est quand même assez éclairante.
Pour un économiste, c'est un peu différent que pour un banquier central. Pour un banquier central, Olivier Garnier, l'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation, qui est un panier de biens défini, qui est vraiment un indice de biens et services, qui est à peu près la consommation moyenne du ménage moyen français que construit l'INSEE. Donc c'est une mesure particulière d'un certain indice des prix. Ce n'est pas tout à fait ça pour un économiste. Ce qu'on appelle l'inflation pour un économiste au départ, c'est vraiment la perte de valeur de la monnaie globalement. Donc il y a une notion d'inflation pure, c'est quand tous les prix commencent à augmenter. Mais quand je dis tous les prix, c'est vraiment tous les prix. C'est les pâtes, le café, les salaires, les loyers, les prix d'actifs, les actions, les obligations. Tous les prix augmentent de 2%. Finalement, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une sorte de passage à l'euro, tout augmente proportionnellement. Au fond, ça ne change pas grand-chose, vous pouvez acheter la même chose. Seulement si vous avez des euros, si tout augmente, c'est la valeur des euros qui perd. Mais votre salaire, le pouvoir d'achat de votre salaire est la même chose. L'inflation pure, c'est une évolution de tous les prix sans déformation des prix relatifs. C'est ça que nous, on appelle l'inflation. Dans la vraie vie, il n'y a jamais d'inflation pure. Quand des prix augmentent, le prix moyen augmente, il y a des prix qui augmentent très fort, les salaires ne bougent pas, ou à l'inverse, les salaires augmentent énormément, les prix ne bougent pas. Et donc, il y a des gens qui gagnent en pouvoir d'achat, des gens qui perdent en pouvoir d'achat, et il y a des effets redistributifs. Donc l'inflation est toujours impure. Pour ça, c'est tellement compliqué l'inflation, parce que tous les prix bougent, que bien sûr, il faut avoir un indice des prix qui permette de parler des mêmes choses. Ce qu'on a fait sur la croissance, on a fait le PIB, on a fait l'indice des prix à la consommation, et c'est très bien, on sait ce que c'est le panier moyen de la consommation. Ça n'inclut pas les salaires, ça n'inclut pas plein de choses, ça n'inclut pas les prix d'actifs et tout ça, ça n'inclut pas la bourse qui monte et qui descend. C'est fort bien, et ça permet de définir un indice des prix qui est le mandat des banques centrales d'avoir cet indice des prix-là en particulier qui doit augmenter de 2% dans la zone euro, pour ce qui est en moyenne maintenant du mandat de la Banque centrale de la BCE. Bien. Donc l'inflation pure n'existe pas. L'inflation est toujours impure. Et quand il y a un choc inflationniste, d'abord, la première question, c'est quel prix bouge d'abord? Et il y a différents chocs inflationnistes. Il y avait les chocs inflationnistes des années 70, où il y avait des négociations salariales, les salaires augmentaient énormément, et après, les prix suivaient. Ça, c'était un peu l'histoire des années 60, des 30 glorieuses. Et si vous discutez avec les gens pendant ces périodes, ils avaient une vision assez positive de l'inflation. Parce qu'ils voyaient l'inflation augmenter, mais dans leur mémoire des Français de cette période, ils voyaient d'abord leur salaire augmenter. Donc il y avait une appréciation positive de l'inflation, parce que le choc initial était souvent des chocs de revendication salariale, qui fait que les salaires augmentent, et puis les entreprises augmentaient leurs prix ensuite, et donc l'indice des prix et la consommation augmentait. Ce choc-là, depuis la crise Covid, le choc énergétique, est d'une toute autre nature. C'est un choc de prix externes, énergie, gaz, pétrole, matières premières. C'est ça le premier prix qui bouge. Ça veut dire que c'est un appauvrissement de la nation. La réalité de la crise Covid et de la guerre en Ukraine, c'est qu'on a payé plus cher l'énergie, on ne le produit pas, donc on s'est appauvri. Et donc la façon dont les prix vont bouger, la réalité de cette cicatrice dont on parle, c'est qui va payer ce choc-là. Donc la réalité de la dynamique de l'inflation, c'est quels sont les effets redistributifs de l'absorption de ce choc énergétique. Si les salaires ne bougent pas, et si l'indice des prix à la consommation augmente, ça veut dire que ce seront les salariés. Donc c'est les salariés qui vont payer le coût. Si jamais les salaires augmentent et suivent à peu près, voire plus, la dynamique de l'inflation, ça va être essentiellement les entreprises qui vont payer le coût, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye ce coût de cet appauvrissement national. Et ce qui s'est passé en France, Dorian en a parlé, c'est un peu ni l'un ni l'autre, c'est essentiellement l'État qui a subventionné le prix de l'énergie, et donc ce choc énergétique s'est transformé en un appauvrissement de la nation sous la forme d'un accroissement de la dette publique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est crucial pour penser les cicatrices de l'inflation, c'est la cause du choc et la façon dont les prix relatifs s'ajustent pour savoir qui va payer le coût de l'ajustement. Là, c'est un peu le graphe qu'a fait Dorian. Ce que je vous ai mis à gauche, c'est l'inflation, donc c'est la variation des prix, et à droite, c'est
le niveau des prix. Vous savez, l'inflation, c'est comment les prix bougent. C'est le prix aujourd'hui par rapport au prix de l'année dernière. Mais ce qui compte pour les ménages, c'est pas la variation des prix, parce que l'année dernière, c'est très très loin pour un ménage. C'était avant les vacances, en général. Donc avant les vacances, on oubliait plein de choses. Ce qui compte dans les ménages, c'est le niveau des prix qu'ils voient. Donc c'est le graphe de droite. Et souvent, quand on parle aux ménages, on vous demande est-ce que l'inflation est élevée, souvent ils répondent sur le niveau des prix et non pas la variation des prix. Donc c'est important d'avoir cette appréciation-là. Donc ce qui s'est passé, c'est ce que vous voyez à droite, c'est que ce choc énergétique s'est transmis à l'indice des prix à la consommation, ce que vous voyez à droite. Ensuite, la question c'est, bon, alors on a compris ça, maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que les salaires ont évolué ou pas? Premier graphe, alors là il y a beaucoup d'informations, je vais aller assez vite, je vous ai mis pour... C'est 1, en fait on sait que non. Et je vais vous montrer le graphe après, l'explication théorique après. Les salaires aujourd'hui, c'est un peu ce qu'a dit Dorian, il n'y a plus d'indexation des salaires, donc les salaires réagissent avec un retard à l'évolution des prix. Certains salaires sont indexés, le salaire minimum est indexé par la loi, mais très vite, au-delà de 1,3, 1,4 SMIC, donc un peu au-dessus des classes moyennes, quand il y a l'inflation, les salaires n'augmentent pas du tout mécaniquement. Donc les ménages, qu'est-ce qu'ils voient? Et c'est très important de comprendre ça, parce que je pense que ça explique beaucoup de l'énervement des ménages par rapport à l'inflation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les salaires commencent à augmenter. Mais dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que les ménages, ils voient d'abord la hausse de l'indice des prix, ils sont furieux. Après, ils vont voir l'entreprise, ils négocient avec leur entreprise en disant c'est pas possible, l'entreprise, les prix augmentent, donc vous faites certains profits dans mon entreprise parce que vous vendez plus cher. Moi, mes salaires ne bougent pas et ils négocient durement ou pas durement au niveau de chaque entreprise. Et donc la hausse des prix, c'est un résultat aujourd'hui de revendications compliquées dans toutes les entreprises, les PME, avec différents contrats de travail, avec la mobilité de travail. Donc on dit que les salaires augmentent et rattrape l'inflation, et donc finalement, il n'y a pas de cicatrice d'inflation. On oublie que dans la vraie vie, les salaires augmentent parce qu'il y a beaucoup d'implications des ménages et des salariés, tous les salariés, pour défendre leur pouvoir d'achat. Et c'est normal, hein, c'est comme ça le marché du travail, pour retrouver du pouvoir d'achat. Donc une grande partie, je pense, des cicatrices de l'inflation, c'est le mécontentement des ménages qui ont dû réinvestir dans le mode de négociation et de salarial pour avoir, au-delà du SMIC, un retour de leur pouvoir d'achat, pour pas que ce soit eux qui absorbent essentiellement cet appauvrissement national qui est le fait de la hausse du prix de l'énergie. Maintenant, second point, et je m'arrêterai là-dessus, je ne veux pas être trop long, j'ai un slide après qui va résumer un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ce qu'a dit Dorian. Second point, les prix augmentent. Vous avez de la richesse dans votre compte en banque, vous avez une épargne en euros. Aujourd'hui, vous avez 10 euros, 100 euros, 1000 euros d'épargne. Les prix ont considérablement augmenté. La valeur réelle de votre épargne, elle a diminué parce qu'avec ces 100 euros, vous pouvez acheter vachement moins. Donc ce qu'on voit dans les ménages, c'est que les ménages, la valeur réelle de leur épargne a plutôt diminué. C'est le graphe de droite. Vous voyez que le graphe de droite, on voit la valeur réelle de l'épargne financière des ménages. Alors, moi, je préfère aller sur les tableaux, montrer, mais je ne peux pas bouger à cause de la caméra. Donc, je tends la main, mais c'est le graphe de droite. Donc, le graphe de droite, vous voyez qu'on voit une baisse du trait en fin. C'est l'inflation qui a baissé la valeur de votre épargne dans votre banque, parce qu'elle vaut moins, parce que les prix ont augmenté. Et donc, comme votre richesse réelle a baissé du fait de l'inflation, eh ben, vous épargnez plus. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Dorian, le taux d'épargne des ménages, il est colossal. Les ménages épargnent beaucoup plus qu'avant la crise. On n'est pas encore au niveau des taux d'épargne chinois, mais les ménages épargnent énormément. Ça veut dire qu'ils consomment moins. Et s'ils consomment moins, ça pèse sur l'activité. Ça ralentit la croissance. Donc une cicatrice de l'inflation, je redis un peu ce qu'a dit Dorian, c'est une dévalorisation des encaisses réelles qui entraîne une augmentation du taux d'épargne des ménages pour reconstituer les encaisses réelles. Je l'ai dit avec des encaisses réelles, c'est la valeur réelle de votre épargne monétaire.
La dette publique, s'il y a des questions, j'y reviendrai. Il y a 2 effets sur la dette publique. C'est que l'inflation, c'est bien, ça fait baisser la valeur de la dette publique, mais après, ça coûte cher. Ça s'appelle le bouclier tarifaire, qui fait réaugmenter la dette publique pour les montants dont tu as parlé, Dorian. Bien, je conclus. Le problème de l'inflation, c'est que, on sait que les prix des entreprises s'ajustent beaucoup plus vite que les salaires des ménages. Il y a les travaux de Philippe Martin, d'Isabelle Méjean. Le choc énergétique, les entreprises, très vite, ont augmenté leurs prix. Les ménages ont mis du temps à s'en apercevoir, et on sait que ça prend du temps pour formaliser la négociation salariale. Donc il y a un retard dans l'appréciation des salaires réels. La conclusion principale macroéconomique de la cicatrice d'inflation, c'est que ce choc inflationniste a entraîné un transfert de richesse des ménages vers le reste du monde, parce que les ménages sont appauvris, et maintenant les ménages français sont en train de reconstruire leur richesse en épargnant plus qu'avant la crise, que ce qui pèse sur l'activité économique. Notre problème, c'est qu'on n'a pas les marchés du travail et les modes de négociation qui sont susceptibles d'absorber un choc inflationniste comme celui-là, sans créer des effets de second tour, une surréaction qui serait préjudiciable parce que ça entraînerait une divergence d'inflation trop élevée. On n'a pas du tout, on a très flexibilisé le marché du travail pour absorber différents chocs, mais le marché du travail français n'est plus fait pour absorber un choc inflationniste positif. Et le coût d'ajustement, c'est une perte de richesse des ménages français qui entraîne un certain énervement audible, malgré le retour de l'inflation à 2%, parce que cette richesse passée, elle est dans les comptes, et maintenant, il faut qu'ils reconstruisent leur richesse en consommant moins. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Xavier. Alors avant peut-être de vous laisser réagir aux propos des uns et des autres, je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions par SMS à nos 3 intervenants. Et je vais vous laisser, Olivier, je vois que vous avez envie de réagir. Je voudrais réagir sur 2 points par rapport à ce qu'a dit Xavier. Premier point, quand il a dit du fait de l'inflation et de la perte de valeur de l'épargne des ménages, les ménages consomment moins. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a peut-être... Il faut bien voir ce qui s'est passé avec l'inflation. D'un côté, certes, l'inflation dévalorise cette épargne, mais de l'autre côté, les ménages ont gagné beaucoup plus en revenus financiers, avec des taux d'intérêt plus élevés, et on le voit dans les comptes nationaux que produit l'INSEE, les revenus financiers des ménages ont été plus importants. Alors, certes, ils épargnent plus sur cette partie, mais vous voyez, c'est purement comptable. C'est un effet, il y a une dévalorisation d'un côté, mais il y a des revenus plus importants. Alors, on épargne, on réinvestit en quelque sorte, puisque si vous touchez par exemple des intérêts sur votre assurance vie, c'est un peu automatique, ils vont être réinvestis, mais ça ne veut pas dire que vous consommez moins ou que vous êtes moins riche. Donc première remarque, et en même temps, il ne faut pas oublier aussi que beaucoup des ménages sont endettés pour acheter leur logement, que cet endettement, il est à taux fixe, donc quand il y a plus d'inflation aussi, dans ce cas-là, il y a un gain patrimonial pour le ménage. Donc il faut bien prendre en compte, il ne faut pas regarder qu'un seul aspect du bilan des ménages. Deuxième remarque, on voyait aussi sur une des diapositives là, de Xavier, on voyait la mesure globale du pouvoir d'achat des ménages qu'on appelle le revenu disponible, et là qui était présenté par unité de consommation. Ce que vous voyez, c'est que sur l'ensemble de la période, finalement, le pouvoir d'achat globalement, alors ce n'est pas vrai pour chaque Français, mais le pouvoir d'achat, il a été, si vous faites la moyenne sur plusieurs années, il a été à peu près préservé, et même en 2024, les prévisions que l'on a aujourd'hui, le gain de pouvoir d'achat du revenu disponible, il devrait être de l'ordre de 2%, donc ça va être un peu moins si on fait par unité de consommation. Alors ça vient du fait, justement, c'est ce qu'a dit Xavier, qu'il y a eu tout ce qui a été bouclier, il y a eu... Et donc, mais ça veut dire que ce n'est pas les ménages qui ont absorbé le gros du prélèvement extérieur. C'est plutôt les finances publiques. Alors après, les finances publiques, c'est nous. Donc c'est bien les ménages et les entreprises in fine. Mais je voudrais un peu nuancer parce qu'il ne faudrait pas laisser penser que les ménages ont été les perdants. Il y a non seulement le salaire minimum qui a été indexé, les retraites ont été complètement indexées aussi. Donc le revenu des ménages a été largement protégé. Et sur les salaires, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les salaires nominaux, certes, ralentissent, mais ils ralentissent moins vite que les prix, donc il y a à nouveau du gain de pouvoir d'achat. Il y a aussi, et dernier élément, je terminerai par là, il faut avoir en tête aussi qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu plus de 1 million d'emplois qui ont été créés, donc certes, il y a eu plutôt une modération salariale, mais il y a eu beaucoup de créations d'emplois. Et ces créations d'emplois, ça fait aussi du revenu, ça fait de la masse salariale. C'est l'inverse
Je reviens encore, vous allez dire il est obsédé par les années 70, mais je reviens aux années 70, c'était l'inverse qui s'était passé. Dans les années 70, via l'indexation généralisée des salaires, on avait protégé le pouvoir d'achat des salariés, mais l'emploi avait complètement trinqué. Cette fois-ci, il y a eu moins de progression des salaires et même des pertes de pouvoir d'achat pour certains salariés, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'emplois, beaucoup de gens sont rentrés sur le marché du travail et ont pu trouver un emploi. Merci. Je crois que Dorian, vous vouliez réagir également. Juste un complément pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier et Olivier, puisque c'est vrai que, in fine, ce qui compte, c'est qui a payé, c'est ce qu'a dit Xavier. On s'est appauvri collectivement, et donc qui a pris, puisque c'était une inflation qui venait d'un prélèvement sur la nation. En gros, il a fallu payer 30-40 milliards de plus chaque année au reste du monde, parce qu'on paye plus cher notre énergie et qu'on ne la produit pas. Donc l'État en a pris une partie importante à sa charge, et il est en train de sortir, donc il est en train quand même de ne plus prendre à sa charge ce coût-là. Et comme l'a dit Xavier, une partie qui a été prise par les salariés, mais c'est vrai qu'en agrégé sur l'ensemble des ménages, comme le disait Olivier, donc les statistiques macroéconomiques qu'on produit nous à l'INSEE montrent que l'ensemble du pouvoir d'achat des ménages n'a pas trop été affecté. C'est là un peu la limite de la comptabilité nationale, c'est qu'elle ne permet pas de regarder évidemment finement ce qui se passe par catégorie de ménage. Alors j'en profite pour faire de la pub parce que l'INSEE a publié cette semaine des données qui permettent d'éclater la comptabilité nationale par niveau de revenu des ménages, justement pour essayer de comprendre au niveau plus fin de qui perd, qui gagne. Alors évidemment, pour faire ça, il nous faut du recul dont on n'est pas capable de dire ce qui s'est passé sur les toutes dernières années. Mais malgré tout, on fait des enquêtes de conjoncture auprès des ménages. Alors c'est un indice, bien sûr. Et dans nos enquêtes, quand il y a une question, on demande à notre panel de 2000 ménages, est-ce qu'en fin de mois, vous arrivez à mettre de côté un peu, beaucoup, ou est-ce que c'est juste, ou au contraire, est-ce que vous êtes obligé de tirer dans vos réserves ? Et quand on compare comment nous répondent les ménages à cette question, comment ils répondaient avant la crise sanitaire et comment ils répondent maintenant, donc en 2019 par rapport à maintenant, donc l'essentiel du choc, c'est quand même le choc inflationniste, les 25% les plus pauvres sont quand même plus nombreux à nous dire qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois, et les 25% les plus riches sont quand même plus nombreux à nous dire qu'ils arrivent à mettre plus de côté. Ce qui semble quand même suggérer que cette hausse du taux d'épargne, elle vient plutôt des plus aisés, et elle est logique par rapport à ce qu'a dit Olivier, c'est que ce qui fait que le pouvoir d'achat a résisté, c'est que les revenus du patrimoine ont augmenté. Mais les revenus du patrimoine, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même assez inégalement réparti. Et donc, cette hausse du taux d'épargne, elle vient plutôt des plus aisés. Donc on a le sentiment, même si c'est juste ce qui se dégage d'enquête qualitative, et on ne peut pas le dire de façon formelle, mais qu'il y a eu une petite hausse des inégalités en conséquence quand même, à date en tout cas, qui peut s'inverser, parce que les salariés peuvent au fur et à mesure regagner à travers le pouvoir de négociation du pouvoir d'achat, mais en tout cas qu'on aurait une petite hausse des inégalités à date par rapport à ce qu'on avait avant le choc inflationniste. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous poser une petite question donc pour rebondir sur ce mécontentement des ménages et cette différence de perception qu'il existe parfois entre les chiffres officiels de l'inflation, du pouvoir d'achat et le ressenti. Est-ce que les statistiques aujourd'hui sont si bien construites que ça ? Est-ce qu'elles ont des défauts ? Est-ce qu'on pourrait les améliorer ? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que Dorian voulait commencer ou... Alors, quand on parle de stats, l'INSEE doit répondre. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on mesure les prix. Donc, l'INSEE, il y a plusieurs milliers de relevés qui sont faits chaque mois pour construire l'indice des prix. Alors, comme l'a dit Xavier, ce n'est pas l'inflation pure, mais on ne peut pas mesurer l'inflation pure. Donc, ce qu'on mesure, c'est les prix d'un panier de consommation qui représente en gros ce que consomme en moyenne un Français. Donc voilà, c'est le choix, il est reconnu internationalement. Au niveau européen, la Banque Centrale Européenne a demandé à Eurostat de fixer des critères pour qu'on mesure bien tous l'inflation de la même façon. Donc au niveau européen, on a une inflation qu'on appelle harmonisée, qui est mesurée de la même façon dans tous les pays. Donc il y a des milliers de relevés qui sont faits, il y a des relevés automatiques à partir de données de caisse, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que tous vos tickets de caisse quand vous passez en supermarché arrivent d'une façon ou d'une autre à l'INSEE, et on arrive du coup à relever des prix de façon en masse, de façon assez automatisée. Puis sinon, il y a des enquêteurs qui passent dans les magasins, qui vont dans les hôtels, qui relèvent les prix tous les mois. C'est un travail assez important que fait l'INSEE tous les mois pour produire un indice des prix. Alors je vous passe parce qu'il y a différents catégories de produits. Alors le problème de l'indice des prix, c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est que comme ça représente la consommation moyenne, dedans vous avez des choses que vous achetez tous les jours, vos pâtes, vos œufs, l'essence, etc. Puis bien sûr, il y a la voiture que les ménages ne vont pas acheter très souvent, tous les 10 ans. Il y a l'électroménager.
Et donc, il y a effectivement des produits dont les ménages mesurent mal l'évolution des prix, tout simplement parce qu'ils ne l'achètent pas tous les ans et que vous ne pouvez voir l'évolution des prix que de quelque chose que vous achetez régulièrement. Donc un gros écart entre l'inflation perçue et l'inflation telle qu'on la mesure, il vient de cet effet qui est que nous, dans notre panier, on a 15% ou 20% de produits électroménagers, par exemple, enfin de produits électroniques et électroménagers au sens large. Et ça, vous n'en achetez pas très souvent. Donc c'est plutôt des prix dont les produits baissent à qualité constante, puisque c'est des produits où il y a des progrès technologiques. Donc si vous restez à qualité constante, les prix sont plutôt en train de baisser. Et ça, vous ne le voyez pas. Et puis, voilà. Et l'autre élément, c'est peut-être que c'est un indice de prix à la consommation. Donc, il n'y a pas le prix des logements. Hein, les logements, c'est un actif. Quand vous achetez une maison, ça, c'est un prix d'actif. C'est ce qu'a expliqué Xavier. Donc, pas convention internationale. On ne prend pas les prix des actifs. On ne prend pas les prix des actions. On ne prend pas les prix des obligations. On ne prend pas les prix des maisons. Et donc, évidemment, dans le fait de ne pas prendre le prix des appartements et des maisons, ça peut être quelque chose qui pèse un peu lourd dans le budget des ménages, les remboursements de crédit. C'est parce qu'en comptabilité nationale, quand vous achetez une maison, un appartement, c'est de l'investissement, ce n'est pas de la consommation. Et donc, on mesure, nous, bien le prix de la consommation. En revanche, on prend bien les loyers. Mais comme je l'ai dit, les loyers en France sont très encadrés. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est très dynamique en termes de hausse des prix. Voilà. Donc oui, on mesure bien, mais on mesure quelque chose qui n'est pas forcément ce que les uns et les autres voient au quotidien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Xavier ou Olivier vouliez ajouter quelque chose. Sur le débat précédent, deux choses. Je reviens pas. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il faut séparer les effets de redistribution et voir le salaire moyen par rapport aux revenus des ménages. Parce que ce qu'a dit Dorian, et tu le sais, hein, c'est que dans la crise énergétique, c'est les revenus du patrimoine qui a stabilisé les revenus disponibles des ménages. Alors que le salaire moyen par tête... les prestations sociales aussi, les transferts. Les prestations en bas. Les prestations en bas. Une grosse masse. Tout à fait. Les prestations en bas, les retraites. Grosso modo, l'image qu'on a des effets redistributifs de l'inflation, c'est que les retraités, du fait de l'indexation des retraites, sont plutôt protégés. Les minima sociaux et les salaires, le salaire minimum sont plutôt protégés. Et donc, c'est plutôt la classe moyenne supérieure qui paye les coûts de l'inflation au travers du salaire non indexé. C'est ça un peu la réalité qu'il faut voir dans l'effet de redistribution, c'est que finalement, les personnes les plus âgées et les personnes au SMIC sont protégées. Et ceux qui ont payé très cher le coût de l'inflation sont, les indépendants, les libéraux et les classes moyennes, pour lesquels, notamment les petites entreprises, pour lesquelles les négociations salariales ont pris du temps. Donc, point 1. Point 2, mon point, c'est que je pense vraiment, il y a le revenu et puis il y a le stock, la valeur de la richesse déflatée par l'indice des prix qu'il faut mettre dans le débat. On a tendance à raisonner trop en flux et nous passer en stock. C'est un peu technique, c'est entre nous, là on parle un peu entre nous, oublions ce point-là. Point 2, je pense que pour répondre à votre question, je pense que ce que fait l'INSEE est très précis sur les indices des prix. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, vous pouvez construire votre indice des prix, j'ai tel âge, j'habite dans telle région, et vous avez un indice des prix parce que vous êtes panier de consommation, vous voyez l'inflation, vous voyez vraiment vous. Et quand on fait ça, on voit que l'inflation est très hétérogène. Si vous habitez à Lyon, si vous habitez dans la Creuse, si vous habitez à Lille ou à Paris, là, vous voyez, et suivant votre âge, vous ne voyez pas le même panier des biens, donc vous ne voyez pas la même inflation. Ça, on le sait, l'INSEE le sait, tout le monde le sait. On essaie de représenter une inflation moyenne, mais elle est très, très hétérogène en fonction de la population. Et donc forcément, il y a beaucoup de désaccords, parce que quand il y a un choc inflationniste, l'hétérogénéité de l'inflation par type de ménage tend à augmenter, donc il y a plus de désaccords sur l'inflation, parce que les gens voient des inflations différentes. Mais il faut mettre des chiffres un peu simples dans le débat. Et pour les observateurs, les analystes et les commentateurs, cette difficulté est toujours très grande, parce qu'il y a toujours des hétérogénéités de situation qui sont complètement légitimes. L'autre point, c'est que, et c'est un débat qu'on a, c'est qu'il y a plein de composantes du pouvoir d'achat qui ne sont pas forcément dans les idées prix à la consommation. Et encore moins dans les idées prix à la consommation harmonisée, parce qu'il y a certaines prestations, les dépenses de santé qui sont comptées différemment, et il y a le logement qui est le souci principal des ménages, avec les loyers et le prix des maisons. En France, 60% des ménages sont propriétaires. 20% sont dans le parc locatif privé, 20% sont dans les bailleurs sociaux. Donc finalement, le loyer, vous voyez l'évolution des loyers, c'est que 20% des ménages dans le parc privé. Les ménages français, ils regardent le prix des maisons, est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais acheter, oui, ça fait beaucoup de discussions, mais le prix des maisons joue beaucoup dans la perception de l'inflation. On le sait aussi, ce n'est pas dans l'indice des prix,
ça évolue aussi avec des dimensions réglementaires, et ça affecte la réponse sûrement des ménages quand on leur dit est-ce qu'il y a de l'inflation, parce qu'ils regardent aussi l'ensemble de leurs frais s'ils doivent acheter une maison, vivre dans tel territoire. On le sait, c'est pour ça que cette notion de revenu disponible, il y a plusieurs mesures, mais la complexité, si on donne plein d'indicateurs, tout le monde est perdu. Donc c'est bien de se concentrer sur quelques indicateurs, mais il faut absolument être lucide de ceux dont on ne parle pas quand on parle de l'indice des prix à la consommation, parce que parfois, quand il y a des chocs, notamment sur le prix de l'immobilier, ce n'est pas du tout la perception et les débats des ménages français sur l'évolution des indices des prix et de l'inflation plus généralement. Merci beaucoup. Alors avant de passer aux questions du public, je voulais peut-être vous poser une dernière question en deux parties. La première partie, c'est est-ce qu'on va réussir à absorber les restes de ce choc, à guérir entre guillemets ces cicatrices, quelles sont peut-être les solutions? Et ma deuxième question, c'est est-on à l'abri? Est-ce que l'inflation est vraiment derrière nous? Ou est-ce qu'un nouveau choc inflationniste pourrait pointer le bout de son nez? Parce que pendant l'épisode d'inflation, on parlait beaucoup du retour à une inflation plus structurelle, plus forte, plus importante. Donc voilà, quelles sont un petit peu vos perspectives et vos solutions? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, je veux bien commencer. Alors, d'abord, je crois, ce que montre ce débat, et c'est ce qu'on a bien vu au cours des années récentes, c'est que l'inflation, justement, et le fait qu'on parle de cicatrices, c'est quelque chose que tous les citoyens n'aiment pas. Et ça, c'est plutôt, ça renforce, puisque nous, notre métier en tant que banquier central, c'est de lutter contre l'inflation. Il y a une époque où, finalement, il y avait pas mal de gens qui disaient, mais finalement, l'inflation, c'est pas mal. Là, ce que l'on voit, c'est que, un, c'était devenu la préoccupation, tous les sondages le montraient, des Français, et deux, que l'inflation, c'est très impopulaire. On l'a vu aussi, le résultat des élections américaines là, de cette nuit est sans doute lié aussi au fait qu'il y a eu de l'inflation, que les Américains l'aperçoivent, qu'il y a eu des prix plus élevés. Donc ça montre bien aujourd'hui que l'inflation est impopulaire, ce qui rend encore plus nécessaire justement la lutte contre l'inflation pour éviter qu'il y ait le plus possible de cicatrices. Bon, alors ensuite, il y avait la deuxième partie de votre question la plus prospective. Est-ce qu'on rentre dans un monde plus inflationniste? Alors, première question, là encore, ça serait en tant que banquier central, là, nous restons en permanence vigilants. Donc là, je ne vais surtout pas dire que l'inflation, maintenant, c'est terminé. Donc là, on surveille ça en permanence. D'ailleurs, on n'est pas encore complètement l'inflation. Si vous regardez notamment les composantes internes de l'inflation, par exemple, les prix des services continuent d'augmenter sur des rythmes plus élevés, par exemple, que pendant la première décennie de l'euro. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la Banque centrale européenne maintient encore des taux d'intérêt qui sont au-dessus de ce que dans notre jargon on appelle le taux neutre, c'est-à-dire que la politique monétaire reste restrictive, même si elle est moins restrictive qu'elle ne l'était quand notre taux était de 4%. Et sur la question de savoir est-ce qu'on rentre dans un monde plus inflationniste, alors moi ma réponse, ça serait surtout on rentre sans doute dans un monde où on va avoir beaucoup plus de chocs. Des chocs, alors on le voit déjà, on a eu le choc pandémique, on a des guerres, on voit qu'il y a peut-être une guerre commerciale qui s'annonce avec les hausses de tarifs, donc beaucoup de chocs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de volatilité au niveau des prix avec des chocs, et notamment il y a aussi, si je rajoute à ça, il y a la transition climatique, qui fait que d'une manière ou d'une autre, le prix des énergies fossiles va être plus élevé. Donc il y a aussi des chocs sur les coûts. Après, l'inflation, comme disent les banquiers centraux, reste in fine un phénomène monétaire. Donc l'inflation, in fine, elle va dépendre de la politique monétaire. Et ça va être notre job, qui sera peut-être un peu plus difficile à faire dans le monde qui s'annonce avec tous ces chocs, mais de faire en sorte que l'inflation reste en moyenne, sur longue période, autour de 2%. Et donc, là, ça sera sans doute, on sera peut-être moins souvent à 2% qu'on ne l'a été, par exemple, pendant la première décennie de l'euro, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la capacité de ramener sur le moyen terme l'inflation autour de 2%. Merci beaucoup, Xavier. Je veux dire quelque chose qui a fait réagir Olivier Garnier. Moi, ce qui me semble, c'est la chose suivante, c'est qu'à court terme, l'inflation sera déterminée par des composantes budgétaires en France. Une expression de la cicatrice dont on a parlé, c'est le dette publique élevée.
Les dettes publiques sont élevées et vous savez que maintenant, l'actualité du débat qui fait la scénographie du Parlement, c'est comment on va réduire le déficit de 6,1% à, il faut espérer 3% parce que ce sont nos engagements européens. Et c'est cet ajustement pour réduire le déficit, pour stabiliser la dette, ça demande des efforts fiscaux colossaux qui vont peser sur l'activité économique, réduire l'activité et augmenter le taux de chômage. Un petit peu, pas énormément. Je ne veux pas dramatiser ça parce qu'il faut le faire. Il faut réduire le déficit public. On a financé beaucoup de la stabilisation du pouvoir d'achat dont on a parlé à juste titre, en moyenne, par la dette publique. Et bien maintenant, il faut augmenter les impôts pour rembourser cette dette publique détenue pour moitié par le reste du monde. Donc on est obligé de le faire, ça va peser sur l'activité. Je n'exclus pas que le monde duquel on est sorti, où pendant 10 ans, on était en dessous de 2%, parce qu'on était à la borne zéro du taux d'intérêt, parce qu'on a consolidé bêtement après la crise financière, là, on va consolider intelligemment, mais on va réduire l'activité. Je n'exclus pas on va retourner beaucoup plus vite que ce qu'on pense dans un monde de basse inflation. Et on n'a pas les ressorts pour refaire augmenter l'inflation, parce que le marché du travail n'a pas changé, parce qu'on va consolider et autres. Donc je n'exclus pas, le monde est extrêmement risqué à venir, donc tous les chocs sont là, mais mon scénario central, c'est comme une décroissance beaucoup plus rapide que prévu à 5 ans de l'inflation, du fait de la nécessité d'une consolidation en France. Et ça veut dire qu'il faut s'y préparer avec des outils qui nous permettront de stabiliser l'inflation à 2% à moyen terme, etc. Voilà, moi, c'est un peu mon sentiment qu'on a une imbrication des composantes fiscales aujourd'hui avec la dette publique et monétaire qui fait qu'on va retourner dans un monde où la dimension fiscale va déterminer la dynamique des prix dans l'ajustement, du fait d'une courbe de Phillips. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans des considérations plus techniques. Merci Xavier. Je ne sais pas si Dorian voulait ajouter... Je vais rebondir sur ce qu'a dit Xavier, mais le policy mix, c'est-à-dire la façon dont la politique budgétaire et monétaire vont être menées dans les mois à venir va être un peu déterminante parce que, comme l'a dit Xavier, la principale partie du prélèvement sur la nation, il a été pris par l'État. Donc l'État a pris à sa charge. Et donc il faut bien en sortir. Donc pour en sortir, à ce stade, le plan qui est proposé, c'est plutôt un plan d'ajustement où il y a une part importante de hausse de la fiscalité. Alors d'ailleurs, une partie aura un effet direct sur l'inflation à court terme parce que c'est des prix administrés ou en tout cas c'est des taxes sur les produits qui vont augmenter. Donc on aura un effet de soutien un peu administratif, j'ai envie de dire, à l'inflation. Mais derrière, tout va être l'enjeu de cette consolidation. Est-ce qu'elle va être intelligente ? C'est-à-dire, elle va être suffisamment bien ciblée sur ceux qui peuvent l'absorber pour ne pas agir sur l'activité. En gros, si je fais simple, si on arrive à neutraliser complètement, c'est-à-dire que si, par exemple, toute la consolidation budgétaire se fait par baisse du taux d'épargne, ce serait le cas idéal, on n'a quasiment pas d'effet sur l'activité. C'est-à-dire on arrive à ne faire qu'enlever de l'argent aux ménages qui s'épargnaient, c'est-à-dire qui ne consommaient pas du tout. Ça, ce serait la consolidation la meilleure du monde, celle qui n'aurait aucun impact récessif. Et dans ce cas-là, on n'a pas trop de pression déflationniste. Mais plus on va avoir un impact négatif sur la consommation des ménages ou l'investissement des entreprises, plus ça va venir baisser la demande globale, plus on va avoir des risques de rentrer dans une sphère d'inflation faible. D'où, comme on sait que la politique budgétaire va être on va dire récessive dans son orientation, d'où le fait que c'est le rôle des banquiers centraux, je crois qu'ils l'ont bien compris ces derniers mois, c'est que eux, à l'inverse, ils ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les taux d'intérêt soient les plus favorables possibles à l'investissement, en tout cas qu'on puisse compenser cette orientation négative des politiques budgétaires par une orientation peut-être un peu plus favorable des politiques monétaires, ce qui semble être le chemin qu'on prend, même si bon, je ne prononce pas. Non, juste deux remarques. Premièrement, comme je l'ai dit au début, la politique monétaire, elle est menée au niveau de l'ensemble de la zone euro. Donc là, ce que vous avez dit concerne d'abord et avant tout la France. Donc tous les autres pays de la zone euro ne sont pas nécessairement en train de mener une politique budgétaire restrictive parce qu'il y a d'autres pays d'ailleurs où la dette publique, elle est tout à fait sous contrôle. Et même, vous prenez l'Espagne, alors là, aujourd'hui, il y a les événements climatiques qui font qu'il va y avoir plus de dépenses, mais l'Espagne n'a pas le même souci d'assainissement de ses finances publiques. Bon, il y a un autre cas qui est bien connu, mais là, c'est l'Allemagne. Alors là, pour des raisons un peu doctrinaires, l'Allemagne a des règles encore plus strictes en matière de finances publiques, mais en tout cas, la consolidation budgétaire, ce n'est pas forcément ce que l'on verra dans l'ensemble des pays de la zone euro. Et deuxième remarque, c'est que notre politique monétaire, elle n'est pas fixée
en fonction de ce qui se passe au point de vue directement de la politique budgétaire. Ce n'est pas pour aider la politique budgétaire que l'on va mener telle ou telle politique monétaire. Ceci dit, si la conséquence de la politique budgétaire se traduit par des pressions désinflationnistes au niveau de l'ensemble de la zone euro, dans ce cas-là, ça veut bien dire que toute chose égale par ailleurs, on mènera une politique plus accommodante. Mais c'est parce que c'est par rapport, bien sûr, à notre boussole en termes d'inflation. Ce n'est pas par rapport à une boussole liée aux finances publiques. D'accord, merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions du public. Alors, il y a un spectateur ou une spectatrice qui vous demande est-ce que ça serait possible d'expliquer pourquoi l'excès d'inflation ne doit pas être compensé par une inflation négative maintenant ? Non, mais oui, non, mais il y a, alors c'est un vieux débat. Il pourrait y avoir la question, c'est ce qu'on appelle, puisque effectivement, nous, notre objectif, j'ai dit, c'est 2% en moyenne. Donc ça veut dire, première chose, et c'est un peu les graphiques qu'ont montré aussi bien Xavier que Dorian, bon, le niveau des prix, il a dû augmenter d'une trentaine de pourcents. Donc si on disait l'objectif, c'est la stabilité des prix au sens strict, c'est-à-dire que s'il fallait revenir au même niveau des prix, mettons, que celui qu'on avait en 2021, dans ce cas-là, il faudrait qu'on mène une politique monétaire beaucoup plus restrictive. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il aurait fallu monter les taux non pas à 4%, mais peut-être à 10% et créer une forte récession. Mais ça, c'est sans doute pas souhaitable parce que, de toute façon, il ne faut pas oublier que quand les prix augmentent de 30%, là, les salaires, eux, ils augmentent aussi. C'est un peu ça dans la perception, parce que c'est vrai que dans la perception, en général, quand on interroge les ménages, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils disent, tiens, mais les prix, ils ont en tête, sont bien plus élevés qu'avant. Mais quand on les interroge sur les salaires, ils ont plutôt tendance à surestimer la hausse des prix et à sous-estimer la progression de leur salaire. Parce que finalement, il y a un peu toujours le côté, la hausse de salaire, on se dit, ça, c'est parce que je le mérite, alors que la hausse des prix, je la subis. Donc, il y a un peu cette... Donc, fort heureusement, les salaires, alors ils n'ont pas forcément augmenté autant que les prix pour certaines catégories de ménages, mais ils ont quand même suivi. Donc, c'est pour ça que finalement, on se fixe un objectif qui est plutôt d'une inflation faible, mais qui est positive. Alors, il y aurait une autre variante par rapport à cette question et qui est discutée parfois, ça serait de dire, je cherche non pas à revenir au niveau des prix de 2021, mais je cherche à m'assurer que sur longue période, l'inflation moyenne soit bien à 2%. C'est-à-dire que si j'ai été très au-dessus de 2% pendant une certaine période, il faudra après que je sois à 0 ou 1% pendant pas mal d'années pour compenser. Mais ça voudrait dire, là encore, une politique monétaire plus restrictive, et ça voudrait aussi dire, dans ce cas-là, que, vous voyez, en termes de négociations salariales ou autres, ça rendrait les choses aussi plus complexes. Donc finalement, je pense que le système qui est d'ailleurs celui de l'ensemble des banques centrales est plutôt un bon compromis par rapport à cela, même si c'est vrai que ça pose des problèmes de perception. Et là, je reviens au débat américain. C'est vrai que dans le débat américain, on l'a vu ces derniers temps, il y avait pas mal de focalisation sur le niveau des prix, alors même que l'inflation aux États-Unis s'est sensiblement repliée. Merci beaucoup. Xavier, vous vouliez intervenir ? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, si jamais certains pensent, et à juste titre, que finalement c'est le niveau des prix qui fait la richesse, si le niveau des prix est constant, bah en fait, ça pourrait simplifier beaucoup de choses dans notre vie, parce qu'on n'aurait pas à gérer l'inflation qui bouge. Et en fait, il y a certains économistes dans le groupe des économistes qui, un peu extrêmes, avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je vais quand même les mentionner, qui disent qu'il faudrait changer le mandat des banques centrales pour que les banques centrales se concentrent sur le niveau des prix et pas sur l'inflation pour cette raison-là. Après, et donc ce débat sur la théorie des mandats des banques centrales est très vivant. Vous savez, il y a une grande hétérogénéité. Le mandat de la Fed n'est pas le mandat de la BCE. Enfin, il y a plein de choses différentes. Mais ce qu'on voit en tant qu'observateur, c'est que c'est vrai que toutes les banques centrales ont convergé vers un peu la même idée de cibler 2% d'inflation. Ce qu'on appelle la stabilité des prix, c'est que les prix augmentent à 2% gentiment. Pourquoi ça ? C'est encore une fois, je pense, le plus convaincant, c'est encore une fois la dynamique du marché du travail. C'est que si jamais, parfois, les prix baissent et que les salaires ont augmenté et qu'on vous voulez faire baisser les salaires nominaux, c'est impossible.
Il n'y a aucun pays qui fait baisser les salaires nominaux. C'est dans les contrats de travail, il est en euros, vous pouvez qu'augmenter votre salaire, pas le baisser. Donc laisser un petit peu d'inflation, ça permet d'éviter des situations où il faudrait que les salaires baissent en euros. Parce que si vous voulez baisser les salaires en euros dans une économie parce que le niveau des prix baisse, là, c'est arrivé quelques fois, mais c'est vraiment en général des conflits sociaux très très grands. Donc finalement, ce 2% d'inflation, ça donne un peu d'huile dans les négociations pour que on évite ce monde où les salaires en euros devraient baisser. Ça devrait dire changer beaucoup de contrats de travail, de droit privé en particulier, ce serait très compliqué. Donc il y a malgré l'hétérogénéité des mandats des banques centrales, il y a quand même une pratique qui va vers, plutôt que le niveau des prix, on laisse 2% d'inflation, on laisse les prix dériver gentiment dans la pratique des banques centrales à travers le monde. Merci. Dorian, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette question. Enfin non, vraiment ce qu'a dit Xavier, en fait, il y a une rigidité à la baisse. On ne sait pas faire baisser les salaires et on ne sait pas faire baisser... vous voyez ce que ça voulait dire? Faire baisser le niveau des prix, et donc ça voudrait dire faire baisser les retraites, faire baisser le RSA, faire baisser le SMIC. Quand on voit la polémique actuelle sur le décalage de 6 mois d'une revalorisation des retraites, on imagine que faire baisser les retraites de 10%, parce qu'on baisserait les prix de 10%, c'est juste impossible. Et donc, pour permettre des ajustements dans l'économie, il faut un tout petit peu de hausse de prix, d'où le mandat à peu près 2, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, un peu de hausse de prix. Mais les banques centrales ont traduit ça par à peu près 2. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question spécifiquement pour Xavier Rago, mais les autres pourront répondre. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle serait une meilleure absorption d'un choc d'inflation sur le marché du travail? Comment améliorer le pouvoir de négociation des salariés? Faudrait-il à nouveau indexer les salaires sur l'inflation? Et pourquoi cela avait-il été abandonné? C'est un débat très vif sur lequel il y aura des opinions différentes et tranchées. Je pense qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer les grandes crises économiques, comme celles qu'on a connues, qui sont des crises rares, tous les 10 ans, et de l'ajustement normal. Je pense qu'indexer les salaires directement sur l'inflation, un peu mécaniquement dans les années 70, c'est pas très bon, parce que des fois l'inflation augmente, on voudrait que les salaires n'augmentent moins que l'inflation pour certaines raisons, et finalement on est obligé par la loi à ce que tout augmente en même temps. Par contre, je pense que quand il y a des grands chocs économiques, pour permettre une absorption dans le marché du travail, il est légitime qu'il y ait des conférences sociales où les partenaires sociaux se mettent autour de la table et négocient l'évolution des minima de branche, des accords de branche, et qui ajustent la dynamique des salaires au choc macroéconomique. Fondamentalement, il y a deux façons de penser l'économie. Soit on essaie d'avoir des règles dans tous les États du monde, soit on pense des institutions qui réagissent à la situation adaptée. Je pense qu'il faut des institutions qui fonctionnent bien, avec des partenaires sociaux qui comprennent ces éléments-là, qui négocient aussi bien les syndicats que le patronat, et qui ajustent quand il y a des chocs importants. Donc je pense qu'un grand déficit de l'économie française, c'est la pauvre qualité du dialogue social dans les entreprises, quand on compare internationalement. C'est très conflictuel par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Suède, où le taux de syndicalisation, c'est 90%. On a un marché du travail un peu dysfonctionnel en France. Et un substitut, c'est tout le salaire minimum, c'est l'État qui gère le salaire minimum, parce que les partenaires sociaux n'ont pas assez de négociations. Et donc le salaire minimum, c'est une étatisation du marché du travail pour un substitut du dialogue social en France. Et ça, c'est pas bien. Et donc il faut réinvestir le dialogue social en faisant des conférences salariales, en mettant le patronat, les syndicats, et qui gèrent tous ces éléments-là, et qui prennent leurs responsabilités, comme ils l'ont fait sur les retraites complémentaires et autres, je ne vais pas dans le débat. Mais donc, pour aller vite, je pense que si on veut mieux réformer le marché du travail pour les chocs inflationnistes, ce n'est pas l'indexation, c'est le dialogue social avec des conférences sociales qui fonctionnent. Avant, quand on était jeune, on appelait ça le plan, de Massé, je ne vais pas plus loin, mais ça s'appelait le plan. Donc là, le plan va renaître de ses cendres peut-être. Il faut réinvestir le dialogue social en France. Merci Xavier. Alors Dorian puis Olivier, vous vouliez réagir tous les deux? Juste simplement, sur cette baisse des salaires réels, on n'a pas encore tout compris. Pourquoi on avait une telle ampleur de baisse des salaires réels? Comme je l'ai dit, c'est assez rare dans nos modèles d'ailleurs, qu'on a à l'OFCE, à la Banque de France ou à l'INSEE. Spontanément, on s'attendait quand même à une hausse des salaires un peu plus forte que celle qu'on a eue en termes nominal, et on ne s'attendait pas à ce que les salariés perdent autant. Alors il y a une partie qui vient des structures de marché, comme l'a dit Xavier, notamment au niveau intermédiaire probablement. Puis il y a une autre partie où là, je n'ai pas de preuves, mais quand on regarde dans les données de la DARES, qui mesure les salaires de base, donc vraiment les salaires hors prime, on voit que ce sont les cadres qui ont le plus perdu de salaires réels, alors même que les difficultés de recrutement étaient très élevées. Donc on était dans une situation un peu paradoxale où les entreprises nous disaient « je n'arrive pas à recruter », notamment certains profils très qualifiés, et en même temps, ce sont ces profils-là qui perdent le plus de salaires.
Alors, on n'a pas d'éléments pour comprendre en gros pourquoi les salariés ont accepté une telle perte de pouvoir d'achat, mais dans les enquêtes que faisait la DARES, alors elle les a arrêtées parce que c'était des enquêtes qu'on appelait liées à la crise Covid, qu'on appelait à ces mots Covid, mais elles se sont arrêtées en avril-mai 2022. Et ce qu'on voyait voir dans certains secteurs, comme l'information-communication, la banque-finance, où il y a beaucoup de cadres, c'est que les entreprises étaient en train de mettre en place des nouvelles organisations de travail en même temps qu'arrivait ce choc inflationniste, et qu'il est possible, c'est une hypothèse, j'ai pas de preuve, mais que les salariés, notamment les plus qualifiés, aient encore accepté quelque part et un peu payé leur télétravail, si je fais simple, et quelque part et accepté des salaires qui allaient moins vite que l'inflation contre des organisations de travail plus favorables. En tout cas, dans la question qu'on posait dans l'enquête ACEMO à la DARES, on voyait que dans ces secteurs-là, les entreprises étaient très nombreuses à nous dire que face aux difficultés de recrutement, elles ne proposaient pas forcément des meilleurs salaires, mais elles proposaient d'autres organisations de travail, d'autres façons et plus de télétravail, pour faire simple, ce qui est une façon peut-être qui suggère qu'il s'est passé aussi autre chose dans cette baisse salaire réelle. Et on aura la réponse quelque part dans les mois à venir. C'est-à-dire que la partie qui ne sera pas compensée, c'est-à-dire que ce sera peut-être cette marche qu'ont accepté de payer les salariés les plus qualifiés. Merci beaucoup. Olivier. Oui, peut-être. Pour nuancer un peu ce qu'a dit Xavier, même si je suis d'accord sur le fond et sans doute le dialogue social n'est pas notre fort en France, mais ceci dit, quand on regarde sur les dernières années, finalement, le système français n'a pas si mal fonctionné que ça en termes de négociation salariale. Si je compare aux autres pays, aux autres grands pays de la zone euro, si on regarde en niveau, si vous prenez l'évolution cumulée des salaires et l'évolution cumulée des prix, c'est en France qui a eu la perte de pouvoir d'achat du salaire par tête la plus faible. Elle a été beaucoup plus importante en Allemagne et encore plus en Italie. Alors même qu'en Allemagne, on sait qu'il y a un dialogue social, un système de négociation salariale qui est très important. Un système d'ailleurs qui est plutôt pluriannuel, mais dont on voit, alors qu'il y a certains avantages par certains côtés, mais aujourd'hui, on en voit aussi certains inconvénients. C'est-à-dire que du fait de ce système pluriannuel, il y a souvent beaucoup de pertes de pouvoir d'achat qui a été accumulée. Donc après, aujourd'hui, dans les négociations, maintenant, il y a des fortes revendications de rattrapage sur le passé, puisqu'on a plus accumulé de pertes, mais ce qui fait, qui complique d'ailleurs dans le process de désinflation, parce qu'aujourd'hui, vous avez encore en Allemagne des progressions de salaire qui sont beaucoup plus élevées. Dans le cas de l'Italie, là, il s'est passé des choses. Alors là, je ne suis pas spécialiste de l'Italie, mais quand vous regardez l'Italie a eu des taux d'inflation à 2 chiffres, donc beaucoup plus élevés qu'en France, et les salaires sont restés, les hausses de salaire, autour de 2-3%. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut aller sur ce modèle, justement. Je disais, finalement, le système français, qui a pas mal de défauts, pendant cette crise-là, a plutôt pas mal fonctionné avec les limites aussi que l'on connaît. On a eu 800 000 apprentis, qui est une grosse absorption par la prime colossale, 30 000 euros, qui a permis une réduction du taux de chômage assez importante. Encore une fois, on sort de cette crise avec une assez grande étatisation encore du marché du travail. Et donc, c'est vrai que le marché du travail français protège beaucoup, mais par une forme d'étatisation avec des coûts sociaux importants. Et on est quand même à 7% de taux de chômage avec 800 000 apprentis. L'Allemagne est à 3% de taux de chômage. Donc, c'est vrai, enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas pour dire qu'il faut... mais on voit que le coût d'une gestion étatique des absorptions de prix relatifs par la finance publique, ça pèse sur la finance publique parce qu'on fait des emplois aidés en temps de crise. On fait de la dette pour réduire le taux de chômage, pour aider les salariés, et on n'a plus les moyens de faire de la dette. Et la gestion du SMIC fait qu'il y a 7%, et on sait que c'est les non qualifiés. On tronque le bas de la distribution des qualifiés, et on a d'autres dispositifs sociaux qui pèsent sur la dette publique pour compenser le niveau de vie. Et il faut le faire absolument, parce qu'on ne va pas les laisser sans revenus. Le résultat global, c'est qu'effectivement l'État, avec la dette publique, absorbe les chocs macroéconomiques, mais maintenant on a une contrainte budgétaire. Il faut réinvestir quelque chose de beaucoup plus fin au niveau des entreprises, au niveau des qualifications, pour pas qu'on réponde par la dette publique à chaque choc macroéconomique. Tout à fait d'accord. Merci. Alors, une autre question d'un spectateur ou d'une spectatrice, c'est que vous avez beaucoup parlé des effets négatifs de l'inflation, mais est-ce que celle-ci peut quand même avoir des effets positifs? Alors, ça a été brièvement évoqué à un moment, mais peut-être si on pouvait revenir sur les éventuels effets positifs que peut avoir en théorie l'inflation. Le premier effet, c'est qu'il
il noie la dette. C'est-à-dire, nous, on ne l'a pas eu parce que, précisément, comme l'inflation était importée et que l'État a protégé les ménages, on n'a pas vu, par exemple, l'acteur public, c'est pas massivement désendetté, mais comme Olivier l'a signalé, il y a des pays qui ont choisi de moins protéger leurs ménages. Du coup, votre dette publique, parce que vous savez, la dette publique, on l'exprime toujours par rapport à la richesse en valeur, par rapport au PIB en valeur. Et donc, quand le PIB en valeur augmente de 7, 8, 19%, votre dette publique, elle baisse très vite. Donc, vous avez, parce que vos recettes fiscales, elles suivent un peu le PIB en valeur. Donc, si vous ne choisissez pas de protéger vos ménages, par exemple, les finances publiques, ils gagnent un peu quand même à l'inflation. Et puis, de façon générale, quand il y a de l'inflation, du coup, tous les acteurs privés qui ont des dettes voient la valeur réelle de ces dettes baisser. Donc, il y a le phénomène miroir de ce que disait Xavier sur les détenteurs de patrimoine. Certes, les rentiers, le patrimoine vaut moins, mais ceux qui s'endettent, et souvent ceux qui s'endettent, c'est ceux qui investissent quand même, donc c'est ceux qui font l'activité économique, eux, quelque part, c'est un peu de tout bénef. Donc il y a quand même encore une fois, l'inflation, elle a un phénomène redistributif, elle redistribue de l'argent entre les acteurs économiques, et donc si, alors encore une fois, ça dépend de son origine et la façon dont les acteurs réagissent, mais il y a quand même de la richesse qui va... Enfin, en gros, les gens qui s'endettent, ils gagnent un peu, les gens qui sont endettés, ils sont gagnants, et les gens qui avaient du patrimoine sont un peu perdants. Donc il peut y avoir des effets favorables. Ceci n'est vrai qu'à la condition que la hausse de l'inflation soit temporaire. Parce que si vous avez une hausse permanente de l'inflation, à ce moment-là, si je prends sur la dette publique, dans ce cas-là, les taux d'intérêt, parce que les investisseurs qui achètent de la dette publique française, ils vont demander des taux d'intérêt plus élevés, et donc le coût de votre dette va augmenter à concurrence, voire davantage s'il y a plus d'incertitude sur l'inflation future. Donc le gain qui est mentionné par Dorian n'existe que si on a un peu ce qui s'est passé, si l'inflation, c'est juste une bosse qui est temporaire. L'inflation permanente, là, ça ne fera pas de gain, y compris pour les personnes, pour les agents endettés. Merci Xavier, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à une autre question. D'accord. Donc une autre question sur les causes de l'inflation. Est-ce que l'endettement commun européen et le quantitative easing n'ont pas été une cause importante de l'inflation que nous avons connue ? Non. Non, je pense que... on oublie... on sort d'une période, la mémoire est toujours intéressante, est toujours évolutive. On sort d'une période où notre problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'inflation pendant 10 ans quand même. Donc on a fait le quantitative easing, on a essayé de trouver, et les banquiers centraux ont essayé de trouver des outils pour stimuler la demande, l'inflation, l'endettement, pour remonter l'inflation à 2%, alors qu'on était longtemps pendant 1%. Donc, maintenant qu'il y a de l'inflation, il ne faut pas dire que c'est la gestion du problème passé qui est la cause. Parce qu'on identifie assez bien la cause avec le prix de l'énergie, avec le prix des matières premières. Donc, on identifie assez bien la cause de ce pic inflationniste qui était très transitoire, encore une fois, indépendamment du quantitative easing. Donc je pense que c'est assez, à mon sens, je dis ça et je ne suis pas banquier central, donc ce n'est pas pour défendre les banquiers centraux, mais ça serait dangereux de critiquer le quantitative easing pour des mauvaises raisons, parce que je pense que heureusement qu'on a fait le quantitative easing quand on avait très peu d'inflation et que le chômage augmentait dans la zone euro. Donc quelque part, on a réussi à faire quelque chose, donc, et je pense que le bilan est quand même très globalement positif du quantitative easing, donc je ne le mettrai surtout pas dans la balance par rapport au choc inflationniste qui a vraiment d'autres causes que la gestion du quantitative easing et de la crise passée. Merci. Je ne sais pas si vous, Rien Olivier, à ajouter, Dorian... je ne peux être que d'accord avec ce qu'a dit Xavier. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur la cible d'inflation justement de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que 2% est une bonne cible d'inflation ? Est-ce qu'il faudrait augmenter la cible ? Voilà, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'Olivier ne veut pas répondre. Je pourrais faire la réponse d'Olivier. Mais alors, c'est vrai que des économistes, et par exemple Olivier Blanchard, a mis en débat le fait que 2% d'inflation, c'était un peu bas, parce qu'il y a plein de chocs macroéconomiques. Et finalement, pour la raison qu'on a dite, c'est beaucoup plus compliqué d'augmenter l'inflation quand l'inflation est très basse, atteint zéro, et qu'on n'a plus l'outil monétaire, que de baisser l'inflation quand elle augmente au-dessus des 4%. Donc finalement, si on avait 4% d'inflation, on serait plus loin d'un niveau de zéro d'inflation, et donc on aurait moins à faire de quantitative easing, si vous voulez, parce qu'on aurait une inflation qui serait plus souvent positive. C'est vrai, le problème, c'est la chose suivante, c'est que
soit on le fait tous une bonne fois pour toutes, et on change de mandat des banques centrales, ou entre parenthèses, les 2% ne sont pas dans le mandat des banques centrales. Donc on demande aux banques centrales de faire 4% d'inflation, et toutes les banques centrales font 4%, ça devient crédible, etc. etc. Donc c'est un changement très important quand même de la pratique des banques centrales. Pour un gain, est-ce que ce gain est suffisant pour avoir ce changement aujourd'hui? Et en fait, ma lecture de la crise passée, du quantitative easing, de l'endettement européen des outils, c'est que finalement, on s'en sort pas mal avec 2% d'inflation. Donc ma lecture, assez neutre, mais je suis prêt à changer d'avis si on me convainc, c'est que finalement, avec un mandat de 2% d'inflation des banques centrales et les outils qu'on a mis en place dans les crises, on s'en sort pas mal par rapport au coût que serait de changer aujourd'hui les 4%. Il faudrait que tout le monde comprenne que les prix vont augmenter de 4%, donc les prix vont augmenter, etc. Ça demanderait, c'est une sorte de mini passage à l'euro quelque part. Et le passage à l'euro, c'était compliqué. Hein. Enfin, vous avez oublié, mais c'était compliqué. Donc, on peut éviter ça, je pense, avec un mandat qui est peut-être pas parfait des 2%, à mon sens, mais qu'on peut largement gérer et avoir des résultats macroéconomiques très bons avec un mandat inchangé des banques centrales. Merci Xavier. Olivier, Dorian, peut-être? Oui, je veux bien compléter. Premièrement, et c'est un peu ce que j'ai expliqué en introduction, et c'est un peu ce que vient de dire Xavier, finalement, l'objectif de 2%, dont je rappelle qui est aujourd'hui, toutes les grandes banques centrales ont aussi cet objectif commun de 2%, il nous a plutôt bien servi pendant ce dernier choc inflationniste. C'est-à-dire que la crédibilité des banques centrales, la crédibilité de cet objectif de 2% a fait qu'on a pu vaincre l'inflation avec un coût en termes d'activité beaucoup plus faible que celui au cours des précédentes vagues inflationnistes. Deuxième élément, c'est qu'il y aurait une très mauvaise raison de changer de cible, c'est de dire, tiens, mais surtout l'inflation, là, en ce moment, est plus élevée, etc. Donc, on n'arrive pas à la vaincre, et donc, on remonte, on dit maintenant, c'est plus 2%, mais 3%, parce qu'on n'arrive pas à faire 2%. C'est un peu comme si vous changiez pendant un match de foot, vous n'arrivez pas à marquer des buts, vous élargissez la taille des poteaux, quoi. C'est un peu ça. Donc, de toute façon, si un jour il y avait un débat sur la cible d'inflation, il ne faudrait surtout pas le faire lorsqu'on n'est pas à 2%. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que quand on est revenu de manière crédible et soutenable autour de 2%. Et après, je dirais que chez les économistes, le seul argument qui peut se discuter pour dire peut-être que 2% est trop bas, ce n'est pas de dire finalement il va y avoir plus de chocs, peut-être plus d'inflation, avec peut-être la transition climatique, il faut augmenter la cible d'inflation. Le seul argument, je trouve, qui peut être fondé, c'est celui qui est de dire, là, on a un sujet parce que les taux d'intérêt ne peuvent pas descendre beaucoup en dessous de zéro, donc il y a ce qu'on appelle la trappe zéro, la borne inférieure, qui fait que, et comme on disait aussi que les salaires, par exemple les salaires nominaux ne peuvent pas baisser, peut-être qu'il faudrait, si on était dans un monde où on risquait souvent de buter sur cette contrainte de taux d'intérêt zéro, alors il faudrait relever la cible. Mais pour le moment, tout ce que j'entends dans le débat, c'est plutôt de dire que dans les années qui viennent, alors tout à l'heure Xavier a exprimé un avis un peu différent, mais disons dans les années qui viennent, on a peut-être plutôt des chocs qui seront vers le haut sur les prix et non pas vers le bas. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire, mais en tout cas, ce qui est surtout important, c'est quand on se donne, c'est un peu une question aussi de la crédibilité, c'est important. Quand on a une convention, quand on a une crédibilité, c'est de la garder parce que après vous reposerez la question, si vous disiez c'est plus 2, c'est 2,5 ou c'est 3, après se reposera la question mais pourquoi 3 plutôt. Donc ce qui est important, c'est quand même de se fixer des règles du jeu, un peu comme dans toute convention, qui soient les plus stables possibles, et ça contribue justement au point très important que j'avais montré en termes d'ancrage des anticipations, à ancrer les anticipations et à faire en sorte que quand on a des chocs sur les prix, ceux-là soient relativement temporaires. Merci beaucoup, Dorian. Je sais pas si... non. Alors ensuite, on a une question un peu technique sur les causes de l'inflation. Aurait-on pu observer une inflation plus modérée si le modèle actuel du marché de l'électricité avait été différent? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a une réponse à cette question? Oui. Alors, je ne sais pas si je peux repasser mes slides, mais je passais vite tout à l'heure. J'avais montré le niveau des prix de l'énergie dans les 4 grands pays de la zone euro.
Il y a un truc qui est assez rigolo quand on fait ça, c'est qu'en Espagne, les prix de l'énergie sont aujourd'hui beaucoup plus bas, en fait, par rapport à 2019. La hausse a été beaucoup plus faible que dans les autres pays, parce que l'Espagne a obtenu de sortir, ce qu'ils appellent l'exception ibérique, hein, ils ont obtenu de sortir du marché commun de l'électricité, on va dire, hein, parce que ils sont un peu isolés dans le réseau électrique, ils ont leur propre production de renouvelables, et donc ils ont obtenu de ne pas être, on va dire, pour faire simple, dans le marché européen de l'électricité. Et donc la hausse des prix de l'électricité en Espagne a été beaucoup plus contenue qu'elle n'a été dans les autres pays, en tout cas, notamment j'avais représenté Allemagne, Italie, France, où on voyait quand même, là il y avait eu des hausses plus marquées qu'en Espagne, où là, il y avait eu une baisse. Donc il y a eu, enfin là il y a une preuve par l'exemple, hein, qui est que dans ce pays qui a obtenu de sortir du marché européen sur le marché de l'électricité, les prix ont été plus bas. Mais enfin, il faut bien comprendre que s'ils avaient été dans le marché de l'électricité, le prix moyen pour les autres aurait aussi été un petit peu plus bas. C'est-à-dire qu'eux, ils y ont gagné, mais du coup les autres ont un peu plus perdu. Donc c'est le principe de mettre en commun. Si on pense quand même qu'il faut un marché européen, on partage les chocs. C'est un peu l'idée. Merci. Je ne sais pas si Olivier, vous voulez rajouter quelque chose. C'est un débat compliqué parce que c'est vrai que conjoncturellement, on aurait pu, si on avait eu le temps, hein, définir un marché de l'électricité plus pertinent. Mais le marché européen de l'électricité, il ne faut pas oublier que c'est essayer de définir des incitations pour utiliser des énergies renouvelables qui peuvent coûter plus cher et taxer les énergies polluantes comme le pétrole et autres, quoi. Donc il y a un équilibre d'une économie politique du marché de l'électricité qui est un objet européen global vers une décarbonation de l'énergie européenne. Et donc, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'on a eu un choc macroéconomique, mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier l'objectif de long terme du marché européen de l'électricité. C'est une forme de solidarité européenne qu'on essaie de construire, des incitations claires pour décarboner l'énergie. Et oui, c'est vrai que tout ça est percuté par des chocs macroéconomiques, mais je pense qu'on peut les gérer sans casser des objets qu'il faut réformer parce qu'il est améliorable, hein. Il y a des notes du Conseil d'analyse économique là-dessus. Mais ne perdons pas l'objectif de long terme qui est de décarboner l'électricité et ne pas produire avec des énergies qui ne coûtent pas cher aujourd'hui si jamais on ne calibre pas le prix du carbone. Merci. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une remarque. Il faut se souvenir aussi que pendant les années où on a eu ce choc, là, il n'y a pas de chance. Beaucoup de nos centrales nucléaires étaient à l'arrêt, ce qui fait qu'on a dû importer de l'électricité du reste de l'Europe, alors qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes exportateurs d'électricité. Mais vous voyez, on a besoin dans les deux sens. On a eu besoin d'importer de l'électricité du reste de l'Europe à un certain moment donné. Aujourd'hui, d'ailleurs, on produit plus d'électricité qu'on ne consomme. Donc, on exporte cette électricité. Donc, il faut bien voir que là, il y a un marché qui fonctionne au niveau européen. Mais c'est un problème, là, on ne va pas rentrer parce que c'est un problème il faudrait des heures pour parler de ce sujet. Merci beaucoup. Alors, ce sera soit l'avant-dernière, soit la dernière question. Un spectateur ou une spectatrice demande: est-ce que l'une des cicatrices de l'inflation n'est pas la limite de notre capacité d'action en termes de transition climatique, changement d'habitude des consommations, capacité d'investissement, etc. Non, c'est un peu rien à voir. La transition énergétique, c'est l'enjeu crucial. Il y a tout à changer. L'investissement public, les modes de consommation, probablement le prix du carbone, la considération de la sobriété, la mobilité douce, etc. Donc il y a une question vachement en amont, c'est est-ce qu'on doit faire ça pour la biodiversité, est-ce qu'on va le faire par la réglementation, est-ce qu'on va le faire par la taxe carbone, par les prix, mais quelque part l'enjeu climatique est beaucoup plus important que la question de l'inflation. Et je pense qu'on peut réussir le changement climatique avec 2% d'inflation ou perdre le changement climatique avec 2% d'inflation. Donc je pense que il faut vraiment prendre du recul avec cette question-là, elle est beaucoup plus générale, et plutôt l'articuler avec la question de la dette publique qu'avec la question de l'inflation. Ça, le vrai enjeu, c'est quelle est la capacité d'investissement de l'État pour faire la rénovation thermique du bâtiment ancien, qui est le grand enjeu de la transition énergétique en France. Est-ce qu'on fait par réglementation, est-ce qu'on fait payer les ménages, ou est-ce qu'on fait ça par fiscalité? Donc vous voyez, moi je pense que c'est trop important pour mettre ça à cette question du 2% d'inflation qui est très secondaire par rapport à cette question environnementale, où il y a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus importants que de vouloir faire augmenter ou baisser l'inflation.
Alors, du coup, moi, je me trompe peut-être, mais je l'avais compris autrement, cette question, dans le sens où finalement, on a les outils qui ont été utilisés, c'est de subventionner le prix du carburant, etc., et pas de favoriser un changement des comportements qu'on a pour faire face à cette inflation, continuer à subventionner ces comportements consommateurs d'énergie, et qu'on aurait pu en profiter peut-être pour engager plus fortement cette transition. Enfin, je le comprenais de cette façon-là, cette question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, mais le problème, c'est un problème d'acceptation sociale de la transition énergétique. La grande crise budgétaire française, c'est les gilets jaunes, où on a reculé sur la fiscalité du carbone parce qu'il y avait une non-acceptation, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je ne vais pas rentrer dans les débats gilets jaunes. Mais grosso modo, il y avait 7 milliards de revenus qui étaient attendus sur la fiscalité du carbone. Et la question, c'est l'acceptabilité sociale d'augmenter le prix des biens carbonés. Moi, ma lecture, c'est qu'il ne faut pas multiplier les problèmes. On a une grande crise énergétique, il faut garder l'ambition énergétique, mais dire que c'est le moment pour augmenter la fiscalité du carbone dans la crise énergétique, je pense qu'on va créer des problèmes sociaux. Ce n'est pas ma compréhension de l'acceptation française. Et l'intuition de ce qui s'est passé aux États-Unis me dit qu'il peut y avoir des expressions politiques qui vont nous échapper. Donc je pense qu'il faut absolument garder l'ambition énergétique, laisser les macroéconomistes gérer les questions macroéconomiques, les banquiers centraux gérer la fluctuation des taux d'intérêt, et laisser tout le Parlement, toute la réglementation, avec les bons outils, gérer la question de la transition énergétique. Merci, Dorian. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Xavier, la sensibilité très forte qu'on a vue des ménages au prix, et en particulier au prix de l'énergie, qui nous a conduit à plafonner, à venir freiner la hausse des prix de l'essence, etc., elle n'a fait que confirmer ce qu'on avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était que la solution des économistes, qui était on va passer par le prix et uniquement par le prix, et c'est ça qui va permettre d'aller à la transition, c'était une impasse. Mais on le savait déjà, puisque les crises des Gilets jaunes avaient montré que ce n'était pas... c'était pas la solution, c'était peut-être la solution que les économistes voyaient la meilleure pour décentraliser l'objectif de la transition, mais de fait, elle n'était pas acceptable socialement. Les ménages ne l'acceptaient pas, et donc elle n'a fait que confirmer ce qu'on savait, qui est que la sensibilité des ménages à la prix de l'énergie, parce qu'ils sont prisonniers à court terme de leurs choix technologiques, ils ne peuvent pas les changer à court terme, et donc c'est pas la bonne voie pour changer les comportements. Et donc on en revient et c'est peut-être là la seule cicatrice qu'on a, c'est que on a grillé 70 ou 80 milliards, c'est pas énorme dans notre masse de dépenses publiques, mais enfin c'est quand même 70 ou 80 milliards qu'on aurait pu mettre ailleurs. Donc c'est plutôt côté dette publique et côté qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en commun dans l'investissement à faire, qu'est-ce qu'on va renvoyer à l'investissement privé, et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge collectivement via des impôts, via de la dette dans la transition. Et donc là, on s'est un peu amputé, mais c'est quand même pas majeur. Et ça nous a juste confirmé que c'est pas par les prix et c'est pas en utilisant massivement le levier des prix pour inciter aux investissements privés qu'on y arrivera. Mais j'ai envie de dire, on avait déjà arrivé à cette conclusion fin 2018, il me semble. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Il reste 2 minutes. Alors j'ai peut-être une dernière question rapidement sur le taux d'épargne. On en a parlé parce que les prévisionnistes s'attendaient beaucoup à ce que cette année l'épargne vienne alimenter l'activité. Est-ce que pour l'an prochain, on peut s'attendre enfin à une des épargnes des Français qui viendra alimenter l'activité, ou est-ce qu'on risque de rester dans cette situation où il y a beaucoup de thésaurisation du côté des Français ? On n'en sait rien et c'est un débat fascinant parmi les conjoncturistes. C'est-à-dire que là, le gouvernement prévoit 1,1 d'inflation en 2025 à peu près. L'OFCE, on a une prévision plus faible, on est à 0,8. Et la différence vient en grande partie, je ne rentre pas dans les détails, mais du taux d'épargne. Donc ça vient de vous. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de cette salle ? Est-ce que vous allez manger des burgers ou est-ce que vous allez rentrer chez vous et lire des livres ? Parce qu'il faut faire ça et garder votre épargne. Donc finalement, on n'arrive pas à comprendre le comportement du taux d'épargne. Et ce n'est pas grand-chose, c'est les 2-3%, les 5 euros, etc., qui vont faire la macroéconomie, qui vont faire l'activité de 2025. Donc, on a tendance à penser que le taux d'épargne va décroître, mais doucement, à l'OFCE. Le gouvernement a fourni dans son PLF des prévisions où le taux d'épargne décroissait plus vite, ce qui soutient l'activité, ce qui dit que l'activité sera plus grande, et donc la dette va décroître un peu plus rapidement que ce qu'on pense. Mais vous voyez, moi, ce que je reconnais, c'est qu'il y a une grande incertitude. Donc je pense qu'on a raison à l'OFCE, mais il y a une grande incertitude sur ce sujet-là, et on s'est trompé beaucoup depuis plusieurs années. Et ce qui est fascinant, je trouve, dans l'économie, c'est que ce n'est pas un débat théorique, ça dépend de vous et de votre famille, qui est le meilleur indicateur de ce que vous allez faire avec votre consommation. Est-ce que vous allez épargner plus ou moins ? Et encore une fois, c'est des petits montants. L'épargne, ce n'est pas des centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous allez augmenter votre épargne de 2, 3, 4, 5% par rapport à avant ?
Merci. Olivier? Oui, peut-être quelques remarques en complément. Premièrement, pour avoir, dans notre scénario de reprise de la consommation, il n'y a pas besoin d'une forte baisse du taux d'épargne parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je prends 2024, il devrait y avoir près de 2% de hausse du pouvoir d'achat du revenu disponible. Donc il peut y avoir surtout que dans les prévisions actuelles, ce n'est pas non plus un boom de la consommation, il peut y avoir une reprise de la consommation sans baisse marquée du taux d'épargne. Deuxièmement aussi, je crois qu'on se focalise peut-être dans ce débat sur la consommation, on se focalise un peu trop sur le taux d'épargne. C'était un peu, tout à l'heure, j'ai un peu évoqué ça à la marge par rapport à ce qu'avait dit Xavier. Il peut très bien y avoir une baisse, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure que la hausse du taux d'épargne ne veut pas forcément dire que ça ampute la consommation. Il peut y avoir une baisse du taux d'épargne facial sans que ça booste la consommation. Par exemple, si les revenus financiers, les revenus d'intérêt diminuent parce que les taux d'intérêt baissent, dans ce cas-là, on aura le phénomène symétrique de celui que l'on avait avant, mais ça ne veut pas dire que ça fait moins de consommation, que ça fait plus de consommation, même si le taux d'épargne facialement baisse. Donc je crois qu'il faut aussi raisonner sur la consommation elle-même aussi, et pas seulement le taux d'épargne, c'est un peu un solde de voir d'abord avant tout la consommation. Il y a un facteur aussi, et je terminerai par là, qui est celui de l'immobilier. C'est-à-dire que, parce que ce qui pourrait apparaître un peu paradoxal, c'est qu'on a un taux d'épargne qui est beaucoup plus élevé en France qu'avant Covid, un des taux d'épargne les plus élevés au sein de la zone euro, mais c'est aussi en France que la dette des ménages a le plus augmenté. On a aujourd'hui, dans les grands pays de la zone euro, l'endettement des ménages est le plus élevé en France. Et donc, ce qui peut se passer aussi aujourd'hui, c'est que quand vous avez un saut dans la dette, les ménages, eux, ils ne sont pas comme l'État qui peut, lui, s'endetter perpétuellement. Les ménages, si maintenant ils veulent stabiliser leur dette, dans ce cas-là, la dette passée, c'est de l'épargne future, et notamment en comptabilité nationale, le remboursement des emprunts, l'amortissement de ces emprunts qu'on fait chaque année, c'est l'épargne qui vient rembourser ces emprunts. Donc, si on est dans une phase de stabilisation maintenant de l'endettement, ça veut dire aussi que vous voyez, l'endettement passé, c'est l'épargne future, et donc il peut y avoir aussi ça qui joue un peu comptablement sur l'évolution de l'épargne et qui peut expliquer. Donc, c'est pas un comportement, c'est pas de me dire j'arbitre entre consommation et épargne, mais il y a un certain nombre de facteurs qui jouent par ailleurs. Merci beaucoup. Donc on a quasiment fini. Est-ce qu'en quelques secondes, vous voulez juste, ajouter alors il faut chose revenir sur pourquoi il y a plus d'épargne. Alors côté consommation, qu'est-ce qu'on consomme moins qu'en 2019 ? Des produits alimentaires, beaucoup moins, des voitures, beaucoup moins, et de l'énergie, beaucoup moins. C'est ça qu'on consomme moins. Alors l'énergie, c'est parce qu'on a tous fait des efforts de sobriété et qu'on s'est dit qu'on allait baisser le chauffage. On va espérer que c'est quand même plutôt pérenne. L'alimentaire, là, c'était une réaction à la hausse des prix et on a tous baissé en gamme. Là, on peut espérer quand même que progressivement, avec les prix qui augmentent plus, on remonte un peu en gamme. Et les voitures, personnellement, je pense que les ménages sont assez attentistes parce qu'ils ne savent pas quelle technologie adopter et donc ils font durer leur vieille bagnole. Donc en attendant, ils achètent moins de voitures. Et ça, c'est pas sûr que ça se déboucle tout de suite. Après, si je le prends côté revenu, pourquoi le taux d'épargne a augmenté ? C'est ce qu'on disait, c'est plutôt parce qu'il y a eu du revenu de patrimoine et que les salaires réels ont baissé. Là, clairement, on s'attend à ce que ce soit plutôt l'inverse en 25, c'est-à-dire quand même que les revenus patrimoine ils augmentent moins vite parce que les taux d'intérêt baissent, l'univers est un peu moins à la distribution de dividendes, et puis à l'inverse, les salaires réels ils reprennent un peu du poil de la bête. Donc ça, c'est plutôt une composition du revenu où on se dit que le taux d'épargne pourra un peu baisser. Et donc, si on devait parier, on dirait oui, une petite baisse du taux d'épargne, mais dans nos enquêtes de conjoncture, quand on interroge les ménages, on leur demande est-ce que vous allez épargner ? Et ils sont très nombreux, beaucoup plus nombreux qu'en 2019, à nous dire j'épargne et je vais continuer à épargner beaucoup. Donc pour le moment, oui, peut-être qu'ils vont consommer un peu plus, mais ils restent très prudents. Merci beaucoup. Merci Xavier, Olivier et Dorian. Et nous vous souhaitons une bonne soirée.